Bonjour et bienvenue dans cette ultime capsule consacrée à l'étude des solides. Donc ultime, pourquoi? Parce que nous avons déjà étudié la classification des solides, nous avons également envisagé le développement de ces solides, du moins quand c'était réalisable. Il nous reste la partie, je vais dire, la plus abstraite, les formules. Les formules qui vont permettre de calculer le volume associé à un solide. Ce n'est pas simple, vous savez à quel point je suis fan de la manipulation, mais ici, la manipulation a ses limites. Alors, on va quand même essayer de trouver des petites astuces, des petits trucs, mais réellement, si on veut étudier les volumes de façon, je vais dire, un petit peu parfaite, rigoureuse, on doit utiliser les intégrales. Ce qui, bien sûr, est très, très au-delà de ce qu'on peut demander à l'école primaire. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc là, on atteint ses limites. On va quand même essayer de s'en sortir. Allez go, c'est parti. Eh bien, figurez-vous que pour certains volumes, nous en avons déjà tous calculé. Et là, je fais appel aux souvenirs de votre temps d'enfance. Pourquoi? Parce que vous avez déjà certainement, comme moi, j'ai joué à ça aussi, il y a très 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 longtemps, vous avez déjà certainement joué avec des puzzles 3D. Qu'est-ce que c'est que des puzzles 3D? Vous avez des cubes et des cubes avec les faces qui représentent différents dessins. Alors en général, on se contente d'un petit nombre de cubes, 4 ou 6, maximum 8. Et ces cubes-là, si on les arrange correctement, en alignant les faces qui représentent le même dessin, on peut avoir différents dessins. Au total, évidemment. Ce qui signifie que, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de remplir une caisse, par exemple, ou une boîte en plastique avec des cubes. Bien, le fait de remplir un solide avec des cubes, c'est en fait calculer son volume. Donc, je vous ai mis un exemple ici, regardez, on est en train de jouer avec des petits cubes. Alors ici, les sommets sont un petit peu émoussés, c'est juste pour la joliesse de la photo, donc, mais normalement, il faudrait de vrais cubes. Et on prend un premier étage, que je vais appeler rez-de-chaussée, on met un deuxième étage, que je vais appeler premier étage, etc. En fait, donc on doit tout couvrir, tout occuper ici de l'espace qui est délimité par le solide. Parce que c'est ça en fait. Déterminer le volume d'un solide, calculer le volume d'un solide, c'est en fait mesurer l'espace qui est intérieur à ce solide, qui est délimité par le développement de ce solide. Et on ne remplit pas cet espace intérieur avec n'importe quoi. On a décidé, c'est arbitraire, on est absolument d'accord, mais tout le monde est semi-d'accord là-dessus. Comme pour calculer l'air, on a décidé que l'étalon serait des carrés, ici ce sont des cubes. Ça me paraît évident, c'est l'extension 3D des carrés. Donc en fait, on va remplir tous nos solides avec des cubes, tout simplement. Et on va compter le nombre de cubes qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces solides. Alors, bien sûr, tout dépend de la dimension de vos cubes. S'ils ont 1 cm d'arête, ça veut dire que vous jouez avec des cubes d'1 cm3, d'où l'appellation 1 cm3, c'est parce que l'étalon est un cube. Et vous exprimerez votre volume en centimètres cubes. Si vous avez un solide plus grand, vous allez forcément utiliser un étalon plus grand aussi, par exemple avec un décimètre d'arête. Donc là, vous jouerez avec des décimètres cubes et ainsi de suite. Le tout, l'unité, ma foi, on s'en sortira après, le tout est de comprendre qu'il faut remplir votre solide à l'aide de petits cubes. Enfin, petits, moyens, grands, mais de cubes. Et de compter combien de cubes il y a. Alors ça, en première intention. On ne va pas passer notre vie non plus à remplir les solides. On va remplir une première fois, qui sera d'ailleurs la dernière aussi, pour pouvoir comprendre comment calculer, comment déterminer le volume en ne remplissant plus avec les cubes. Maintenant, on aura la réponse en remplissant avec les cubes. Et
Et cette réponse, ça va être un indice précieux pour dégager, pour mettre en évidence la formule. C'est vraiment ça la démarche. Vous imaginez bien que plus un solide va ressembler à un cube, et plus facile ce sera. Moins un solide va ressembler à un cube, et plus difficile ce sera. C'est pour ça que nous allons commencer par mettre en évidence la formule de volume d'un cube, un grand cube, un plus grand en tout cas que les petits étalons, et que nous terminerons par mettre en évidence la formule de volume d'une boule. Quoi de plus différent d'un cube qu'une boule? Donc ici, ce sera très difficile en fait de mettre en évidence la formule de volume d'une boule. Par contre, pour un cube, vous allez voir, ça va aller tout seul. Et justement, alors à l'école primaire, on peut commencer par le cube comme on peut commencer par le parallélépipède rectangle. À vous de voir, de toute façon, l'un comme l'autre font appel exactement à la même démarche. C'est-à-dire que je vais mettre des petits cubes chaque fois qui seront mes étalons et je vais compter le nombre de petits cubes que j'ai mis à l'intérieur de mon solide en question. Donc vous voyez pour le cube ici, alors magnifique cube avec différentes couleurs, on compte tout simplement et on compte par rapport déjà à la base. Donc la base, vous la voyez par exemple, c'est celle qui est en dessous. Vous avez ici 4 cubes sur 4 rangées. Ah, ça fait déjà 4 fois 4. Et puis, cet étage-là, on va en monter 4 qui sont absolument identiques. Ah ben, ça fait encore 1 fois 4. Et effectivement, pour ce cube-là, on va mettre donc 4 cubes sur une rangée. On va faire x4 pour obtenir le nombre de rangées. Et enfin, on va élever sur 4 étages, donc on va encore faire x4. Ça, c'est bien sûr parce que vous remplissez votre cube avec 4 petits cubes au départ. Si vous avez un cube plus grand ou plus petit, il faudra adapter. Mais dans tous les cas, la formule sera côté fois côté fois côté. Donc, côté, ça veut dire je mets combien de petits cubes, d'étalons cubes, sur un des côtés, entre guillemets. Attention, en plus, vous imaginez bien. Donc là, c'est là qu'on perd aussi un petit peu de rigueur. Normalement, pour un solide, on doit parler d'arête. Mais personne ne dit arrête fois arrête fois arrête. Non, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis côté fois côté fois côté. Donc on prend un côté, par exemple celui qui est en face de vous là, avec mauve, gris, noir, rouge. Il y a 4 petits cubes. On prend un autre côté, alors celui qui suit, avec rouge, jaune, rose et bleu. Et enfin, on prend un troisième côté selon les 3 dimensions de notre solide. Un solide, c'est un objet à 3 dimensions. Donc là, on va avoir bleu, mauve, vert et noir. Et bien, à chaque fois, vous compterez, il y a 4 cubes, 4 étalons. Et donc, pour les 3 dimensions, on fait 4 fois 4 fois 4 et en général, côté fois côté fois côté. Pour le parallélépipède rectangle, ce n'est pas différent. Simplement, ici, vos côtés n'ont pas la même longueur. Vos arêtes n'ont pas la même longueur. C'est ça la différence. Mais je vous propose ici de le faire. Alors, on peut le faire évidemment à la main. Bien sûr qu'on peut le faire à la main. Mais je vous propose, pourquoi pas, de réaliser un petit fichier GeoGebra que vous pourrez utiliser et montrer aux enfants. Comme ça, ils pourront compter directement, pourquoi pas, c'est une façon 2.0 de compter combien de petits cubes on peut mettre à l'intérieur d'un solide. Pour un parallélépipède rectangle, c'est assez simple. Je vous ai mis ici la version finale, vous la voyez en photo. Et je vous invite maintenant à visionner la façon dont on peut utiliser GeoGebra pour mettre en place ce dispositif. Donc ici, nous allons envisager de créer un parallélépipède rectangle et d'y insérer des cubes jusqu'à ce que le parallélépipède rectangle soit complètement rempli. Alors, je vais faire ça avec GeoGebra, donc ainsi qu'annoncé. Donc, j'ai ouvert un fichier GeoGebra. J'ai mis simplement un fond noir ici. Bon, ça, c'est de l'esthétique, donc pas de panique. Alors, d'abord, je vais dans Affichage et je sélectionne Graphique 3D.
Voilà. Le graphique 3D apparaît. Je vais ici l'agrandir. Voilà. Je vais donc tout simplement changer de fond. Voilà. C'est juste de l'esthétique. On ne s'en inquiète pas du tout. Vous voyez qu'on a un graphique 3D puisqu'on a 3 axes. Un axe rouge, un axe vert et un axe bleu. Alors la première chose que nous allons faire, c'est construire un parallélépipède rectangle. Pour ce faire, je vais dans barre de saisie et je mets le premier sommet de ce parallélépipède rectangle que je place à l'intersection des 3 axes. Donc ici, ce sommet, je l'appelle A. Et bien sûr, il est de coordonnées 0, 0, 0. Donc, je fais Enter et le point A a été créé. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais construire les autres sommets, mais avant ça, je vais leur donner des directions. Comme ça, je vais pouvoir en fait jouer, ce sera un fichier que vous pourrez garder, et jouer sur les différentes dimensions. Donc, la première direction que je vais donner, c'est en introduisant un vecteur. Donc, bien sûr, tout ça, on n'en fait pas part aux enfants. Ce qu'on fait, bien évidemment, c'est le fichier et puis on l'utilise tel quel. Donc, nous voilà avec un premier vecteur que j'ai noté Vx et qui va bien sûr être dirigé selon une direction précise, à savoir ici l'axe rouge. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, bien évidemment, je vais faire les 3 autres vecteurs. Donc ici, celui des composantes 0, 1, 0, que je note Vy et qui va traduire la direction de l'axe vert. Et enfin, Vz, qui va lui être de composante 0, 0, 1. Voilà. Et qui, bien entendu, va aller chercher la direction de l'axe bleu. Donc, me voilà avec mes 3 directions. Maintenant, je vais noter les 3 dimensions de mon parallélépipède rectangle. Donc, je vais lui donner une longueur de 8, voilà, une largeur de 5, voilà, et une hauteur de 4. Bon, évidemment, ce n'est qu'un exemple et on peut modifier ça à tout moment. Maintenant, je suis prête à créer les différents autres sommets. Donc, le sommet B, je vais le définir à partir du sommet A en lui ajoutant la longueur. Donc, vous voyez, c'est comme ça parce que j'ai défini des longueurs, largeur et hauteur que je vais pouvoir, rien qu'en modifiant ici, les données, installer, avoir d'autres parallélépipèdes rectangles. Hein. Donc ici, ce sont des commandes générales et je n'ai qu'à modifier ça pour que tout s'adapte. Donc, le sommet B, A plus la longueur fois Vx, hein, puisqu'on va installer la longueur sur l'axe rouge. Voilà, et vous voyez ici, voilà, le point B, il apparaît là, il a été créé. Ensuite, je crée le point C, qui est un 3e sommet, toujours à partir du point A. Je lui ajoute la longueur fois Vx et je lui ajoute la largeur fois Vy. Donc, où est-il? Le voilà, c'est normal. Hein. On a ajouté ici la longueur et là, la largeur. Donc, il est dans le plan. Alors, on passe à la suite avec ici, donc, j'ai déjà A, B et C. Je vais créer le sommet D, toujours à partir de A. Donc, cette fois-ci, je suis toujours dans le plan. Je vais chercher uniquement, vous voyez, la direction verte, là. Donc, en fait, j'ai les 4 sommets ici de mon rectangle, base de mon parallélépipède rectangle. Et enfin, pour que GeoGebra me crée complètement le parallélépipède rectangle, je dois lui donner un 5e sommet qui va me traduire la hauteur. Donc ça, c'est le point E, qui est toujours construit à partir de A, mais cette fois-ci, je fais plus H, VZ. Hein. Donc, je monte ici et le voilà. Voilà mon point E. Vous voyez, on a quitté le plan ici et on s'est élevé de 4 unités. Alors maintenant, on est prêt avec la commande prisme qui sera basée sur les 5 points que je viens de créer. Et voilà, j'ai créé mon beau prisme, vous voyez, donc
il est magnifique. Alors, bien sûr, on peut tout à fait enlever ici les points. Je vous conseille de le faire si vous voulez réutiliser ce fichier-là. Donc, on peut tout à fait enlever les points. C'est plus joli. Comment fait-on ça? Ben, tout simplement, on clique droit sur le point et on va cocher ici « Afficher l'objet » qui par défaut donc est affiché. Mais si on décoche ceci, on n'aura plus l'objet qui sera représenté et ce sera d'autant plus joli. Je ne le fais pas ici pour gagner du temps. Par contre, comme je suis une véritable obsédée de la couleur, je vais ici chercher une autre couleur qui sera plus en rapport avec mon code couleur. Voilà. On peut aller s'inquiéter de ce qui se passe dans le plan. Vous voyez que ce n'est rien d'autre que la création ici de la base de mon prisme, c'est-à-dire un rectangle. Bon. Alors, je reviens à mon graphique 3D, ici. Maintenant, je vais commencer à remplir ce prisme-là. À le remplir avec quoi? Ben, avec notre étalon, c'est-à-dire avec des cubes. Donc, je vais créer un premier cube que je vais noter C, petit c, et je vais chercher la commande cube, donc, qui va se baser, elle, sur deux sommets. Donc, je vais placer ici mon premier cube au sommet A, et je vais lui dire d'aller jusqu'à une unité plus loin, dans la direction ici de l'axe rouge. Et vous voyez ici que ça a été créé. Bon, alors, à nouveau, je change de couleur, mais ça, c'est moi. Voilà. Et nous avons affaire, vous voyez, ici, on n'a pas décoché afficher l'objet, donc c'est absolument affreux d'un point de vue esthétique, mais vous pouvez le faire sans souci si vous avez un peu plus de temps. Pareil pour le cube, donc vous voyez, il a ses 8 sommets, c'est abominable du point de vue esthétique, mais soit. On regarde encore ce qui se passe dans le plan. Donc vous voyez ici, il y a un petit carré qui est venu se placer. Et bien sûr, c'est la base de votre parallélépipède rectangle, ceci. Donc ça, c'est la base du cube avec lequel vous allez remplir le parallélépipède rectangle. Et ça, c'est la base jaune du prisme, c'est-à-dire du parallélépipède rectangle. Donc, premier cube créé. Maintenant, bien sûr, nous allons créer les autres parce qu'on va le remplir, ce parallélépipède rectangle. On va le remplir avec un certain nombre de petits cubes. Combien? Ben, c'est tout l'objectif, évidemment, de cette création de fichier. Donc, je vais introduire ici des nombres qui seront égaux respectivement aux longueurs, largeur et hauteur. Je les appelle nx. Donc ici nx c'est par rapport à la longueur, ce qui veut dire que je vais le fixer comme étant égal à 8. ny c'est par rapport à la largeur, donc je vais le fixer comme étant égal à 5. nz c'est par rapport à la hauteur, donc je vais le fixer comme étant égal à 4. Et puis maintenant il me reste 3 commandes, mais elles sont costauds. Aussi, où je vais répéter le fait d'introduire, d'insérer dans mon parallélépipède rectangle des cubes. Et d'abord, je vais le faire selon la direction rouge. Donc pour ça, j'introduis une séquence que j'appelle L1. Donc séquence, c'est réellement le nom de la commande ici, ce qui veut dire qu'il va répéter l'opération. Et quelle opération? Ben, je vais lui demander de faire une translation. Voilà, la commande translation. Translation de quoi? D'un cube. Donc, il va me poser le cube ici. Alors, il va me le poser comment? Ben, je lui dis, va dans la direction Vx, c'est-à-dire la direction rouge. Donc, voilà, ça c'est déjà une chose. Donc, il va me placer ici des cubes en suivant la direction rouge. Les cubes les uns à côté des autres. Et puis, vous avez un indice d'itération là que vous devez préciser, c'est le i. Je demande qu'il commence à 0 et je demande qu'il se termine à nx, ainsi, puisque je vais dans la direction rouge, moins 1. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai commencé à 0. Donc, il faut respecter ici le nombre d'opérations. Alors, je vérifie que j'ai les bonnes informations. Normalement, oui. Et regardez, voilà ce qui s'est passé. Alors, juste petit code couleur, parce que ça, vraiment, c'est pas possible. Orange ici.
Donc, vous voyez, hein, et nous avons ici, grâce à GeoGebra, vous voyez, il y a une commande « Tourner la vue graphique 3D ». Voilà ce qui s'est passé. Donc, nous avons commencé à remplir selon une dimension. Hein, vous voyez ici. Et vous avez combien de petits cubes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce surprenant avec une longueur égale à 8? Non, bien sûr, mais ça va encore mieux en le montrant. On va installer une avant-dernière commande qui va répéter en fait cette première rangée de 8 cubes pour couvrir tout le rez-de-chaussée de mon parallélépipède rectangle. Donc cette deuxième séquence, je l'appelle L2. Je fais appel de nouveau à la commande séquence. De nouveau, ce sera une translation qui va intervenir. Alors une translation de quoi maintenant? Ce ne sera pas un seul cube, ce sera toute ma rangée, celle que je viens de créer, celle de 8 cubes, que je vais essayer de translater selon la direction verte. Donc ici, j'installe une translation de L1, ce que j'ai défini précédemment. Je lui fixe la direction qui sera donc selon la direction verte, ça c'est VY. Et puis je fixe mon indice ici d'itération qui commence à 0 et qui se termine à NY-1. Donc logiquement, petit code couleur. Là. Logiquement, ici, regardez ce qui se passe. Ah, et on voit bien mieux encore comme ça. Donc en fait, c'est tout le rez-de-chaussée qui a été couvert ici par un ensemble de combien? Eh bien, nous avions dans la première rangée 8 cubes. On a mis 5 rangées comme ça. C'est normal puisque nous avons une largeur de 5. Nous avons un total, et on peut les compter un par un, mais 8 fois 5, ça a toujours fait 40. Nous avons déjà un total de 40 cubes. Et nous n'avons couvert que ici, le rez-de-chaussée. On doit encore maintenant faire quoi? En fait, tout ce quadrillage-là, je vais dire, au sens général du terme, on doit le répéter maintenant pour commencer à s'élever. Donc, pour ça, je vais faire une ultime commande que je vais noter L3, qui sera encore une séquence, bien sûr, qui sera encore une translation. De quoi maintenant? C'est cet ensemble de 40 cubes que je vais essayer d'élever. Donc, les ensembles de 40 cubes, c'est par rapport à L2. Et L2, donc, je vais le monter, c'est-à-dire que je vais aller dans la direction bleue maintenant, qui est celle de VZ. Donc, j'installe ici, je définis toujours mon indice d'itération. Donc, je commence à 0 et je m'arrête à NZ-1. Voilà, hop. Et voilà, tout a été fait, vous voyez. Alors, de nouveau, pour que ce soit plus joli, je mets de l'orange. Voilà. Et vous voyez ici, tout ce rez-de-chaussée là qu'on avait créé, il l'a répété 3 fois de suite. Et nous pouvons voir, regardez ici, nous avons rempli notre parallélépipède dont la longueur était de 8, la largeur de 5 et la hauteur de 4 avec une série de petits cubes. Alors, combien y en a-t-il? On en a vu, Donc, selon la direction rouge, il y en a 8. La direction rouge, c'est celle de la longueur, il y en a 8. Selon la direction verte, il y en a 5. C'est normal, nous avons une largeur de 5, ce qui nous faisait déjà un total de 8 fois 5 pour le rez-de-chaussée, c'est-à-dire 40 petits cubes. Et ensuite, il a élevé ça 1, 2, 3, 4 fois pour aller dans la direction bleue qui était celle qui nous manquait. Donc, on doit encore faire 4 fois 40. Et regardez, bien évidemment, ça nous donne les 160 petits cubes qui constituent, donc qui remplissent complètement le parallélépipède rectangle. Et 160,
Bah, c'est déjà ce que nous annonçait GeoGebra, hein. Donc lui, il a fait le calcul. Et comment a-t-il fait le calcul? Bah, 8 fois 5 pour couvrir le rez-de-chaussée, 40, fois 4 pour commencer à s'élever, ça fait bien un total de 160. Donc maintenant que vous avez vu, bah, vous voyez que la formule, en fait, c'est une extension directe de celle du cube. Ici, sur chacune des arêtes, on pouvait mettre 4 petits cubes pour le grand cube. Là, bah, regardez mon parallélépipède rectangle. Le long de la longueur, j'ai pu en mettre 8. Le long de la largeur, j'ai pu en mettre 5. Ça m'a fait le rez-de-chaussée. Et puis, j'ai monté ça, allez, 4 couches successives pour s'élever. Donc, j'ai encore fait x 4. Et en général, parce que là, c'était un parallélépipède rectangle de longueur 8, de largeur 5 et de hauteur 4, le tout exprimé en centimètres par exemple, mais en général, ce sera donc longueur fois largeur fois hauteur, qui est donc une extension absolument directe de la formule du cube, puisque dans ce cas-là, longueur, largeur et hauteur sont toutes les trois égales, hein, dans le cas du cube, et valent évidemment la longueur d'un côté. Eh bien, je peux utiliser ça pour étendre alors à une formule plus générale qui tiendra compte d'un prisme de manière tout à fait générale, pour autant que ce prisme soit droit, bien sûr. Attention, donc je ne vois ici que la formule de volume d'un prisme droit. Alors, on va reprendre ici les formules qu'on a déjà mises en évidence, celle du cube, côté fois côté fois côté, et celle du parallélépipède rectangle, longueur fois largeur fois hauteur. Regardez ici ce que j'ai encadré. En fait, c'est la formule d'air de la base du prisme. Ben oui, la base ici du cube, c'est un carré, et la formule d'air, c'est côté fois côté. Donc, R de la base du cube. Pour le parallélépipède rectangle, sa base est un rectangle. R d'un rectangle, longueur fois largeur. Donc, ce que vous voyez ici, en encadré, c'est la formule d'air de la base du prisme. Et qu'a-t-on fait? On a simplement compté combien de fois on devait élever cette base ici pour arriver à une certaine hauteur, puisque le solide est à 3 dimensions. Donc, on a fait fois côté pour le cube et on a fait fois hauteur pour le parallélépipède rectangle. Mais, dans tous les cas, ce côté comme cette hauteur, c'est une hauteur. Et donc, on pourra dire que la formule de volume d'un prisme, c'est la formule de l'aire de la base fois la hauteur. Alors, encore faut-il connaître ces formules d'air, évidemment. Si vous avez une base pentagonale, il faudra savoir comment calculer l'aire d'un pentagone. Si on a une base hexagonale, il faudra savoir calculer l'aire d'un hexagone. Si on a une base triangulaire, il faudra savoir calculer l'aire d'un triangle. Mais en tout cas, normalement, ça c'est du prérequis. On a l'aire de la base et il suffit de multiplier par la hauteur pour obtenir le volume d'un prisme droit. Comment peut-on comprendre ça? Eh bien, de manière très simple. Je vous ai mis ici un magnifique prisme droit, régulier d'ailleurs, à base pentagonale. Hein, il est là, il est beau, il est tout jaune. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai deux bases. Hein. Comme pour tous les prismes, j'ai deux bases. Deux bases qui sont de magnifiques pentagones. Mais je peux couper en fait ce prisme absolument n'importe où. Et qu'est-ce qu'on va voir? Mais on va voir en fait que partout où je coupe, quelle que soit la hauteur à laquelle je coupe, je vais tout simplement avoir le même pentagone, absolument le même, au-dessus qu'en dessous. Et je vous propose de visionner ça avec une petite animation. J'ai donc créé un prisme droit à base pentagonale. Et vous voyez ici, sa base est particulièrement visible. Mais surtout, quel que soit l'endroit auquel je sectionne ce prisme par un plan, vous voyez ici, il y a un plan qui passe ici par des points situés à la même hauteur par rapport à la base,
Eh bien, regardez. J'imagine que vous le voyez. Ce plan sectionne donc le prisme, ce qui veut dire qu'il va créer un pentagone bleu à l'intérieur. Et ce pentagone est absolument identique à celui de la base. Ce qui signifie que nous ne perdons rien, nous ne gagnons rien en surface quand nous sectionnons le prisme à n'importe quelle hauteur. Autrement dit, l'air ici va se répercuter à n'importe quelle hauteur. Voilà. C'est tout simplement ce que je voulais vous montrer ici. C'est pour ça que la formule de volume d'un prisme, c'est l'air de sa base fois sa hauteur. C'est parce que quand nous sectionnons le prisme, à n'importe quelle hauteur, nous avons exactement des reproductions de la base. Reproductions identiques en tout point. Voilà, donc c'est vraiment le fait que quand je coupe ici, alors je l'ai coupé par ce qu'on appelle un plan, hein, mais imaginez, j'ai comme si vous voulez un gâteau en forme de prisme et bam, je donne un coup de couteau là comme ça, parallèlement à la table par rapport à ce gâteau. Eh bien, où que je coupe, je vais avoir exactement la même figure que pour les bases, exactement. Ça va pas être plus petit, ça va pas être plus grand et ça va pas changer de nature. C'est vrai aussi pour le cylindre. C'est vrai aussi pour le cylindre. Regardez, voilà encore un cylindre. Donc imaginez et je coupe. Quelle que soit la hauteur à laquelle je vais couper, qu'est-ce que je vais avoir dans la section coupée ici? Je vais avoir un disque. Et un disque qui sera absolument isométrique à ceux qui constituent les deux bases de mon cylindre. Donc en fait, cylindre et prisme, je vous avais déjà dit que c'était des équivalents, simplement un ne roule pas et l'autre roule, donc un est polyèdre et l'autre est corps rond, mais à part ça, ce sont des cousins germains. Et notamment le fait que quand on sectionne ici à n'importe quelle hauteur un cylindre, on obtient un disque qui est absolument isométrique aux deux bases du cylindre. Et donc, ici, on aura exactement la même formule. R de la base fois hauteur. Alors la hauteur, on va la noter H. Et la base, c'est un disque. Donc, formule d'air d'un disque, pi fois le rayon au carré. Et vous avez une magnifique formule qui vous donne le volume d'un cylindre, pi r carré h. Donc en fait, il suffit de connaître le rayon et la hauteur pour déterminer le volume occupé par un cylindre. On passe maintenant à la pyramide. Ah, là, c'est quelque chose de différent. Et pourquoi? Eh bien, regardez déjà l'image. Là, si je sectionne, eh bien, tout dépend de la hauteur à laquelle je sectionne. Donc, j'ai une pyramide ici à base hexagonale, hein, vous voyez, magnifique hexagone régulier, donc pyramide droite régulière. Tous mes formules de volume sont par rapport à des solides droits. Hein. Et donc, bam, j'ai un hexagone ici comme base. Bon, et si je sectionne maintenant à une certaine hauteur, j'ai toujours un hexagone, mais absolument différent. Il est beaucoup plus petit. Alors, plus je vais sectionner haut, et plus mon hexagone sera petit. Et je vous montre l'animation. Eh bien, ici, vous le voyez, nous avons affaire à une pyramide à base hexagonale. Et je vais à nouveau ici faire tourner, regardez, voilà, la base, elle est assez claire. Et à nouveau, je fais passer un plan à une certaine hauteur de cette pyramide. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Regardez. Ça nous donne encore, regardez ici, voilà, je pense que c'est assez clair ici, ça nous donne encore un hexagone, mais en version beaucoup plus petite. Donc ici, on ne pourra pas dire que quand on va s'élever au sein de la pyramide, on va conserver la même nature par rapport à celle
de la base. Donc, si on part d'un hexagone, on conservera un hexagone. Mais les dimensions, elles, ne vont absolument pas être respectées. Plus on s'élève, et plus vous allez avoir un hexagone petit. Donc ici, vous voyez bien qu'il est beaucoup plus petit que la base. Ce qui signifie que ma fameuse formule R de la base fois hauteur, est-ce que ça va être encore vrai, ça? Ça supposerait, imaginez un gâteau avec différentes couches, ça supposerait que les différentes couches ont toutes la même surface, ont toutes la même R plutôt. Est-ce que c'est vrai ici? Ben non, l'air, elle diminue au fur et à mesure qu'on grimpe. Pourquoi? Ben, regardez le dessin ici. Vous avez un grand hexagone comme base, et plus vous montez, plus cet hexagone va être petit. Alors, la nature ne va pas changer, ce sera toujours un hexagone. Mais cet hexagone va devenir de plus en plus petit, ce qui veut dire que cette formule, elle n'est plus correcte. Parce que faire fois la hauteur, ça suppose qu'à chaque section, vous avez quelque chose qui va être équivalent à la base qui va apparaître. Mais ici, c'est pas vrai. Vous avez quelque chose de plus petit. Ce qui veut dire qu'on doit diminuer cette formule-là. Et comment va-t-on la diminuer? Eh bien, comme ça. 1/3. C'est très bizarre de voir 1/3. Tiens, on ne comprend pas très bien finalement pourquoi 1/3. Alors, on comprend que ça doit être plus petit, puisqu'on a ici des hexagones de plus en plus petits. On comprend que ça doit être plus petit que l'aire de la base fois la hauteur. Mais pourquoi 1/3? Eh bien parce que, je vous ai montré ici, vous avez trois pyramides ici, qui vont s'imbriquer exactement, et ces trois pyramides, elles sont absolument identiques, et elles vont s'imbriquer exactement dans un cube. Donc là, cube, pourquoi? Parce que j'ai pris des pyramides à base carrée. Je vous laisse regarder l'animation. Et donc maintenant, vous êtes, j'imagine, convaincu que je peux placer exactement trois pyramides dans le prisme correspondant. Donc ici, puisque j'avais des pyramides à base carrée, j'ai pu en placer exactement 3. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui dépasse. J'ai pu en placer exactement 3 à l'intérieur de mon cube. Cube parce que base carrée de la pyramide. Et c'est vrai également pour les autres. Alors c'est plus compliqué à voir. Je commence là à arriver au bout de mes limites au niveau manipulation, clairement. Il faudrait des intégrales pour pouvoir s'en convaincre réellement qu'il y a un facteur entier, mais je pense déjà, rien qu'avec la visualisation de ce cube qui, à l'intérieur, contient trois pyramides à base carrée absolument identiques, c'est juste la couleur qui change, forcément, vous devez diviser. Alors, l'aire de la base fois la hauteur, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné ici le volume du cube. Mais vous mettez trois pyramides à l'intérieur du cube. Donc, pour une seule pyramide, vous devez diviser par 3. Et c'est ce qu'on fait. Vous imaginez bien, volume d'un cône, ça va être pareil. Le cône est le cousin germain de la pyramide. C'est l'équivalent encore rond du polyèdre pyramide. Donc, ça va se passer exactement de la même façon. Et pour s'en convaincre, prenez ce cône, sectionnez-le. Vous aurez un disque, bien évidemment, mais un disque, regardez, dont la dimension n'a plus rien à voir avec le disque base. Plus je m'élève, et plus ce disque va être petit. Donc là, à nouveau, ça veut dire que ma formule, elle va plus être correcte. Normalement, pour un cylindre, c'est R de la base fois hauteur, c'est-à-dire pi r carré h. Pourquoi est-ce que je parle de cylindre? Parce que tout simplement, en fait, ici, le lien entre cône et cylindre, comme le lien entre pyramide et prisme,
c'est un rapport de 1 à 3. Donc, comme je mettais 3 pyramides dans le prisme correspondant, je vais mettre 3 cônes dans le solide correspondant, c'est-à-dire ici le cylindre. Normalement, je peux mettre 3 cônes dans un cylindre, pour autant qu'ils aient le même rayon, évidemment. Ça, c'est difficile à montrer. C'est même impossible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à trouver un moyen de le montrer simplement. La seule façon que je pourrais vous dire, voilà, donc on est ici face à ce cylindre qui a le même rayon et la même hauteur que le cône. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour s'en persuader? C'est difficile. Prenez 3 cônes comme ça, essayez de les mettre comme vous pouvez à l'intérieur de ce cylindre. C'est pas évident du tout. Mais en tout cas, regardez, le cylindre, il a le même rayon que le cône et la même hauteur que le cône. C'est pour ça qu'on peut ici mettre en place cette formule de 1 tiers pi r carré h. Le r est donc à la fois le rayon du cylindre et du cône, et le h est à la fois la hauteur du cylindre et du cône. Maintenant, comment le visualiser? Réellement, la seule façon que j'ai trouvée, c'est ceci. Vous prenez, encore faut-il en disposer, les deux solides, donc un cylindre, un cône. Vous vous arrangez, et c'est pour ça que je dis encore faut-il en disposer, mais vous vous arrangez pour qu'ils aient le même rayon et la même hauteur. Et puis, on y va. Rappelez-vous, volume et capacité, c'est là que je vais m'en servir. Ça n'est pas à des années-lumière l'un de l'autre, puisque au niveau de l'eau, 1 mètre cube égale 1000 litres. Donc, il y a un lien ici entre les deux. Je vais utiliser ce lien en remplissant d'eau mon cône. Alors, je vais le remplir complètement. Je vais verser dans le cylindre et je vais voir que je vais arriver en fait à la hauteur, de la hauteur du cylindre. Donc, je vais devoir remplir encore une deuxième fois complètement mon cône, verser l'eau dans le cylindre. J'arriverai aux 2 tiers du cylindre. Et enfin, je vais devoir remplir une troisième fois complètement mon cône, verser l'eau pour avoir un cylindre complètement rempli d'eau. J'ai donc dû remplir complètement 3 cônes pour remplir complètement le cylindre. D'où le facteur 1 tiers pour un seul cône. Maintenant, voilà, il faut faire appel aux capacités. Mais c'est la seule façon de prouver aux enfants, en tout cas moi c'est la seule que j'ai trouvée, de prouver aux enfants qu'il y a effectivement 3 cônes à l'intérieur du cylindre, pour autant qu'ils aient tous les deux même rayon et même hauteur. Alors ne nous le cachons pas, ça va être vraiment similaire pour la boule. Je vous ai dit, plus on s'éloigne de la version cube et plus c'est difficile de mettre en évidence les formules de volume. Pourquoi aller essayer de mettre des étalons cubes à l'intérieur d'une boule? Il n'y a rien qui est en angle droit dans une boule. Donc comment peut-on faire? Forcément, on arrive au bout de ces limites. Alors bien sûr, il y a l'intégrale derrière. Normalement, il y a une intégrale qui vous dit, voilà, le volume de la boule, c'est ça. Mais on ne peut pas parler d'intégrale à des enfants. Donc, si on veut convaincre un enfant du bien fondé de la formule du volume d'une boule, qu'est-ce qu'on fait? On prend un cylindre et on prend une boule. Alors, ils ne sont pas n'importe quoi. Ils ont le même rayon. On peut s'en douter. D'accord? Donc, même rayon pour la boule et le cylindre. Et la hauteur de votre cylindre est égale à 2 fois le rayon. C'est-à-dire que vous mettez côte à côte la boule et le cylindre, ils arrivent exactement à la même hauteur. Et vous voyez que j'ai séparé ici en tiers mon cylindre. Pourquoi? De nouveau, la seule façon d'y arriver, mais encore faut-il disposer du matériel, donc vous devez avoir à votre disposition une boule de rayon R et un cylindre de rayon R aussi et de hauteur 2R, 2 fois le rayon. Il faut l'avoir, ce matériel-là. Mais si vous l'avez, remplissez d'eau la boule, versez dans le cylindre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quelle que soit la boule, quel que soit le cylindre, pour autant que les dimensions soient respectées, c'est-à-dire que le rayon du cylindre soit égal au rayon de la boule et que la hauteur du cylindre soit égale à 2 fois le rayon de la boule,
vous verrez que le volume d'eau que vous avez versé dans la boule, une fois que vous le versez dans votre cylindre, arrive aux 2/3. Ce qui signifie que pour toutes les boules et tous les cylindres présentant ces contraintes, donc je le rappelle encore une fois, rayon du cylindre égale à rayon de la boule, hauteur du cylindre égale à 2 fois rayon de la boule, le volume de la boule est égal aux 2/3 du volume du cylindre. Et ça tombe bien parce que le volume du cylindre, j'ai une formule à ma disposition qui est pi r carré fois h. Donc ici, j'utilise pi r carré et la hauteur, attention, c'est 2r. Hein, d'accord? Donc c'est 2 fois le rayon. Donc je remplace h par 2r. Alors vous avez un 2 fois 2 là qui devient 4. Donc 4/3 au total. 4/3 de quoi? De pi r cube, puisque r carré fois r. C'est la formule de volume d'une boule. 4/3 de pi r cube. Alors avec les intégrales, je ne vais pas dire que c'est très simple, parce que les intégrales, c'est pas simple, mais en tout cas, c'est une démonstration sans appel. On ne peut qu'être convaincu. Sans les intégrales, il faut faire des manipulations d'eau et essayer d'avoir le matériel tel quel. Donc, on verse de l'eau dans la boule, on s'aperçoit que tout le contenu en eau de la boule arrive aux 2/3 du cylindre et hop, c'est parti. On aura vu évidemment la formule du volume du cylindre avant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ici sur les formules de volume. C'est déjà pas mal. On va au-delà de ce qui est vu à l'école primaire. Mais on ne sait jamais, vous êtes armés comme ça, d'autant plus que normalement avec la nouvelle formation, qui sait si on ne va pas vous demander d'aller enseigner en première et deuxième secondaire. Donc voilà, vous êtes armés, vous avez les formules de volume à votre disposition, d'autant plus que moi je vais en avoir besoin pour faire des exercices entre nous, c'est-à-dire dignes de ce nom. J'espère que ça a été clair. Ceci clôture la théorie sur les solides, donc avec classification, développement et formule de volume. Vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition pour être capable d'arriver au bout des exercices que je vais vous proposer. Alors j'espère qu'il y a eu des petites pistes didactiques là qui vous ont un petit peu éclairé. Voilà, je l'espère et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un tout nouveau chapitre. Bye bye!